Bonjour à tous. Effectivement, on m'a déjà présenté, mais je m'appelle donc Lou Tabary. Je suis doctorante à l'Institut Agro Montpellier, à l'UMR CBGP plus particulièrement. Euh, et donc, je termine ma thèse en fin d'année 2025. J'ai déjà présenté mes travaux il y a un an, vous m'avez peut-être déjà entendu. Et effectivement, c'est plus un point d'avancement sur où est-ce que j'en suis pour mes travaux de thèse qui s'intitule donc Effet de la diversification végétale sur plusieurs services écosystémiques en viticulture. Et je m'intéresse surtout aux régulations biologiques par les acariens prédateurs, la qualité du sol et la performance de la vigne. Je suis encadrée donc par quatre personnes, Marie-Stéphane Tixier et Denise Navia qui sont au CBGP, donc Centre biologie de gestion des populations, Léo Garcia à l'UMR Apsis et Elena Kazakou au CEF. Donc je vais rappeler brièvement le contexte dans lequel s'inscrivent mes travaux pour un peu mieux comprendre mes questions de recherche. Ensuite, j'ai 3 chapitres de thèse, je vais en développer surtout 2. J'ai quand même mis des infos sur le premier chapitre pour si jamais il y a des questions par la suite. Voilà, donc on va commencer. Ma thèse part d'un constat, je vais mettre, ouais. D'un constat qu'on connaît plutôt tous, qui est les effets négatifs de l'intensification agricole sur plusieurs services écosystémiques. Donc, que ce soit les régulations naturelles, c'est-à-dire l'utilisation d'organismes vivants pour contrôler d'autres organismes qui nous posent problème à nous, les êtres humains. Euh, donc, avec notamment une diminution de la disponibilité et la diversité d'habitats disponibles pour les auxiliaires de culture, donc ceux qui régulent les ravageurs qui nous posent problème, et donc une augmentation des ravageurs associés. On a aussi une diminution générale de la qualité du sol dans les agrosystèmes, notamment avec des problèmes d'érosion, de matière organique et de nutriments en règle générale, ce qui nécessite beaucoup d'apports, que ce soit d'engrais ou de pesticides, pour maintenir la performance de la culture et avoir un rendement suffisant, ce qui entraîne aussi donc une augmentation des coûts et d'impacts environnementaux et sur la santé humaine importants. Donc ça, c'est le constat général. Moi, dans le cadre de ma thèse, je me concentre sur la viticulture, qui a des problèmes, que ce soit des contraintes biotiques et abiotiques. Donc biotiques avec les maladies fongiques surtout, le mildiou et l'oïdium. Il y a aussi d'autres ravageurs de culture comme la cicadelle flavescence dorée, qui a des problèmes d'érosion de sol, de pauvreté des sols et avec l'utilisation d'intrants assez importantes pour cette culture. Dans ce cadre-là, une solution envisagée, c'est de réimplanter une diversification végétale qui peut être à différentes échelles spatiales. Donc ça, c'est un graphique de Via Latéal en 2022, que ce soit à l'échelle de la parcelle ou du paysage, et que ce soit intraspécifique ou interspécifique, donc avec des mélanges variétaux ou des cultures associées, ce qu'on va plus retrouver en viticulture avec des couverts végétaux. En vigne, effectivement, je m'intéresse à 3 grands types de diversification végétale. L'utilisation de couverts végétaux dans l'interrang semé ou spontané et l'utilisation d'arbres en agroforesterie au sein de la parcelle. Et donc, c'est dans ce cadre-là que s'inscrit mon travail de thèse. Cette diversification végétale, elle peut être détaillée à la fois de manière taxonomique, quelles espèces on retrouve dans la parcelle, et aussi une approche fonctionnelle, c'est-à-dire l'étude de traits fonctionnels des plantes. Un trait fonctionnel, c'est toute caractéristique des plantes, morphologique, métabolique, phénologique ou physiologique, qui va impacter la fitness de la plante en règle générale, mais qui va aussi du coup impacter son effet sur l'écosystème. Donc ces 2 approches, elles sont assez importantes. Et globalement, l'effet de la diversification végétale, il y a des effets qui sont inconnus et il y a des effets qui sont aussi variables dépendant du contexte, de la région, de la zone géographique, sur de multiples services écosystémiques. Et je voulais faire un focus assez rapide sur un service en particulier qui est les régulations naturelles par les prédateurs dans les vignobles. Et pour ça, mon modèle d'étude dans les vignobles, ce sont des acariens prédateurs de la famille des phytocéides. Donc c'est l'image que vous voyez ici, pardon. Et donc les phytocéides, ce sont les prédateurs qu'on retrouve le plus fréquemment sur les feuilles de vigne dans les vignobles en règle générale. C'est des petits êtres vivants de 2 mm. Ils sont réputés comme étant efficaces pour contrôler de nombreux ravageurs. Et ils sont généralistes, la plupart. Donc ça signifie qu'ils vont consommer des arthropodes, notamment des acariens phytophages comme les araignées rouges ou les éréophytes qui sont responsables de l'érinose de la vigne, qui peuvent transmettre des virus.
Ils peuvent aussi consommer des larves de petits insectes, que ce soit thrips, cochenilles, cicadelles. Et ils sont généralistes, donc ils consomment du matériel végétal, notamment du pollen et du nectar. Ils peuvent aussi consommer du mycélium, donc c'est assez varié et ça leur permet de se maintenir sur la parcelle en cas d'absence de proie. Donc c'est assez intéressant pour nous, sans avoir à faire trop d'efforts, on peut maintenir ces populations sur la parcelle. Et un autre point que je voulais détailler rapidement et qui est assez important pour la suite de ma thèse, c'est que ce sont des petits êtres vivants de 2 mm, et donc ils sont très dépendants de leurs plantes hôtes, et notamment des caractéristiques de ces dernières, donc des traits fonctionnels de ces dernières, et du micro-habitat. Et à l'heure actuelle, pour les types de diversification que j'étudie, il y a assez peu d'informations connues sur leur présence dans les plantes herbacées des couverts végétaux dans la vigne. Voilà, donc pour résumer, on a une solution pour limiter l'effet négatif de l'intensification agricole, qui est la diversification végétale. Et on a des questions sur cet effet sur les régulations naturelles, la qualité du sol et la performance de la culture. Pour cela, il y a 3 chapitres que j'étudie lors de ma thèse. Le premier chapitre, c'est une étude à l'échelle du système, avec un focus sur les régulations naturelles. À l'échelle du système, quel est l'effet de la diversification végétale sur l'abondance et la diversité des acariens prédateurs? Je vais juste prendre le stylet. Bon, tant pis. On fera sans stylet. En plus de ça, est-ce que des échanges existent entre les différents compartiments de phytocéides? Donc, est-ce que les phytocéides, des couverts végétaux, peuvent se déplacer sur la vigne et inversement? Ce qui serait ce qu'on recherche, nous, lorsqu'on implante de la diversification végétale. Le second chapitre est à l'échelle de l'espèce végétale dans les couverts végétaux. On s'intéresse à est-ce qu'il y a des plantes dans les couverts végétaux qui sont favorables pour les phytocéides et quels sont les traits, quelles sont les caractéristiques de ces dernières qui influencent la diversité, l'abondance et les caractéristiques de ces phytocéides en eux-mêmes. Et le dernier chapitre, c'est un chapitre un peu plus global où à l'échelle du système, on s'intéresse à est-ce que la diversification des végétales améliore pas que les régulations naturelles, mais aussi la multifonctionnalité des vignobles agroécologiques. La parcelle d'étude dans le cadre de ma thèse, c'est une parcelle que vous connaissez peut-être qui est au domaine du chapitre, la parcelle qui s'appelle parcelle Salsa, à Villeneuve-les-Maglones près de Montpellier. Elle a été mise en place en 2019. C'est des systèmes un peu innovants. L'objectif était de réduire d'au moins 80% l'indice de fréquence de traitement. Pour cela, le levier principal, c'est entre autres l'utilisation d'un cépage, Artaban, qui est résistant au mildiou et à l'oïdium. Et donc, il y a 3 systèmes étudiés que vous voyez en rouge, bleu et violet, avec 3 répétitions par système. Ces 3 systèmes, on a le premier système qui est très peu diversifié, en conventionnel comme on l'appelle, avec un travail du sol dans le rang et dans l'interrang globalement, et 2 cépages, Syrah et Artaban. Et on a ensuite 2 systèmes dits agroécologiques. Un premier système avec des couverts semés depuis quelques années donc, dans l'interrang, et le cépage Artaban, Aviti. Et le dernier système encore plus diversifié, c'est des couverts spontanés dans l'interrang depuis quelques années aussi, et de l'agroforesterie avec des figuiers et grenadiers au milieu de la parcelle. On va commencer par le premier chapitre. Je vais essayer d'aller assez vite. On pourra revenir dessus par la suite. J'ai surtout travaillé lors de cette dernière année sur le chapitre 2 et 3. L'hypothèse de ce premier chapitre, c'est que la diversification végétale, elle favorise la diversité et l'abondance des phytocïdes et les échanges de phytocïdes entre les différents compartiments, donc que ce soit vignes, couverts et arbres. Pour cela, il y a 3 petites études qui ont été réalisées. La première en 2022, avant le début de ma thèse, qui était une étude préliminaire sur 3 périodes de l'année pour caractériser la dynamique des acariens prédateurs, savoir quand échantillonner et avoir un état des lieux à T0 de qu'est-ce qu'on retrouvait dans les différents compartiments. La seconde étude, un peu plus poussée en 2023 et 2024, c'était un suivi annuel sur une seule période, au mois de juin, pour évaluer la diversité et l'abondance des acariens prédateurs, donc quantifier leur abondance et leurs ressources alimentaires, que ce soit proie et pollen, sur la vigne, les couverts végétaux, les arbres et les alentours de la parcelle. Et enfin, en 2024, on a essayé de mettre en place une étude un peu plus innovante pour caractériser s'il existait des échanges de phytocéides entre la vigne et les couverts. Et je vais vous montrer juste quelques résultats de 2023 et 2024 sur l'étude quantitative des arthropodes sur la parcelle. Pour caractériser la biodiversité des arthropodes sur la parcelle, on prélève du matériel végétal, donc des feuilles de vigne, des couverts végétaux, les espèces majoritaires sur la parcelle, et des feuilles des arbres aux alentours et dans la parcelle.
qu'on ramène au laboratoire, qu'on met dans des seaux d'eau, on laisse tremper, les arthropodes tombent du matériel végétal, on les récupère dans des filtres, et là, on compte tout ce qu'on retrouve dans les échantillons en termes d'arthropodes, sous différentes catégories. On compte les phytocéides, on les identifie à l'espèce, et on obtient un jeu de données caractérisant la biodiversité des arthropodes sur les différents compartiments. Je vais vous montrer juste le résultat de 2023. Ici, vous avez l'abondance et la diversité des acariens prédateurs sur les feuilles de vigne en 2023. En haut, vous avez l'abondance des phytocéides, donc le nombre moyen de phytocéides retrouvés sur les feuilles de vigne. Et en bas, vous avez quelles espèces de phytocéides ont été retrouvées. Et ce qu'on voit globalement, c'est une plus grande abondance est observée de prédateurs, donc d'acariens prédateurs sur les systèmes les plus diversifiés. Donc le système le plus diversifié, c'est celui en bleu des vitis, agroforesterie et couverts végétaux, où il y a plus d'acariens que des vitis en orange sur la gauche. C'est notamment expliqué quand on regarde en détail par une plus grande quantité d'une seule espèce, Phytoceus finitimus, dans les systèmes agroécologiques. Donc ça, c'est notre résultat pour 2023. C'est important de noter, je ne vous l'ai pas présenté ici, qu'il n'y avait pas de différence significative entre les systèmes en 2024. Donc c'est un résultat qui est probablement différent selon les périodes données et probablement différent aussi chaque année, selon les conditions climatiques notamment. On a ensuite regardé, donc ok, on a des phytocéides sur nos feuilles de vigne, qu'est-ce qu'on retrouve dans les couverts végétaux? Ici, vous avez la proportion des espèces de phytocéides sur les 9 espèces végétales les plus abondantes dans mes couverts végétaux. Donc en bas, vous avez les espèces végétales de mes couverts, donc notamment au début Crépis foetida, Erigeron, Helmatanteka, c'est des astéracées. Il y a des espèces semées aussi, notamment le sainfoin Onobrichis vicifolia. Et ce qu'on observe, c'est que toutes les espèces de phytocéides trouvées sur la vigne sont présentes au moins une fois dans les couverts végétaux. Donc c'est notamment, il me semble, les 7 premières espèces de la légende. Et ce qu'on observe, c'est l'espèce en jaune qu'on trouvait très fréquemment sur les feuilles de vigne, Phytoceus finitimus. Elle est fréquemment observée sur Erigeron sumatrensis, Crépis foetida, Helminthotheca equioides et Picris hieracoides. Donc c'est 4 astéracées et on la retrouve fréquemment sur ces espèces-là. Je vous ai montré brièvement ce qu'on a trouvé sur l'étude de 2023. Il y a des perspectives de ces premiers résultats. Est-ce que des échanges existent entre les différents compartiments? Est-ce que ces résultats sont stables dans le temps? Ça serait très intéressant de retourner dans quelques années lorsque la parcelle est plus implantée pour savoir la dynamique des arthropodes, si elle a changé, évolué ou non. Et quelles sont les caractéristiques des adventices qui sont favorables aux phytocéides. Et ça, c'est le chapitre 2 que je vais vous détailler. L'hypothèse du chapitre 2, c'est que dans les couverts végétaux, il existe des plantes qui sont plus favorables à héberger des phytocéides et il existe une relation entre les traits des plantes et les phytocéides sur ces plantes. En particulier, il y a 4 traits que moi j'étudie. Tout d'abord, la densité de trichomes sur les feuilles. C'est-à-dire que sur les feuilles des plantes en règle générale, on a des poils, que j'ai représentés ici sur la gauche, qui favorisent, selon nous, donc notre hypothèse, qui favorise les phytocéides de petite taille, facilitant leur déplacement sur les surfaces complexes. Donc c'est une caractéristique de leur habitat. On a ensuite une caractéristique concernant leur nourriture, où on fait l'hypothèse que le nombre de grains de pollen produits par unité florale sur chacune des plantes favorise la richesse et l'abondance des espèces de phytocéides parce qu'ils sont généralistes et donc ont accès à plus de nourriture. Ensuite, on a 2 traits concernant la tendreté des feuilles, pour résumer. La surface spécifique des feuilles, SLA, et le contenu en matière sèche des feuilles. Une SLA élevée et une LDMC feuille, c'est une LDMC faible, pardon. Ce sont des feuilles tendres qui favorisent la présence de proies. Et notre hypothèse, c'est qu'elles favorisent aussi l'accès à l'épiderme pour les phytocéides qui peuvent percer grâce à des pièces buccales qui peuvent percer la paroi des cellules pour boire. Donc, ils ne sont pas du tout des ravageurs et ils ne consomment pas la plante, mais ça leur arrive de percer l'épiderme. Donc, notre hypothèse, c'est ça, que ces 2 traits peuvent influencer la présence de phytocéides. Pour cela, déjà, on a identifié quelles étaient les plantes les plus abondantes dans nos couverts végétaux. Sur les 9 plantes les plus abondantes, on a mesuré leurs traits reliés à la qualité d'habitat et de nourriture. Donc ça, c'est les 4 traits que je vous ai mentionnés juste avant. On a identifié et caractérisé la diversité des acariens prédateurs sur ces plantes. Et on a aussi mesuré leurs traits à ces acariens à l'échelle de la communauté, c'est-à-dire sur l'espèce de plante A, quelle était la taille moyenne des phytocéides,
donc la taille du corps, et quelle était la taille moyenne de leur chélicère. Donc les chélicères, je vous ai mis une photo ici à droite, et la taille du corps, on a pris la taille dorsale. Et on a la taille moyenne de la communauté. Donc les résultats de ce chapitre, déjà ici, vous observez la densité des phytocides sur les espèces végétales découvertes. Donc ça, on a déjà vu un peu le même graphique sur le chapitre 1. Ce qu'on observe, c'est que parmi les 11 plantes les plus abondantes des couverts végétaux, il y en a certaines qui sont plus propices à héberger des phytocides. Donc c'est les 4 sur la gauche que je vous ai déjà mentionnés auparavant. Notre question ensuite, c'est est-ce que cette différence, c'est dû à une variabilité des traits des plantes? Ici, vous avez le résultat de la moyenne des traits des plantes. Donc, à gauche, le SLA et le LDMC. À droite, vous avez les trichomes et le nombre de grains de pollen. Et ce qu'on observe, on n'a pas besoin forcément de regarder en détail, c'est que pour tous ces traits, on observe des différences entre les espèces végétales. Et donc ensuite, ce qu'on a regardé, c'est on a essayé de faire des corrélations 2 à 2 de toutes nos variables acariens et toutes nos variables plantes. Est-ce qu'il existe des corrélations significatives? Ici, vous avez la corrélation entre la densité des espèces de phytocides sur les plantes et les traits des plantes. Donc les traits des plantes, c'est en vert et en orange les phytocides. On observe plusieurs choses. Déjà, on observe une corrélation positive. Alors, ce serait bien quand même si j'arrivais à trouver le stylet. Ah, voilà. Bon, il est très petit, mais... Voilà, très bien. On observe une corrélation positive entre 2 espèces de phytocides. Donc ici, Phytocilus finitimus et Typhlodromus exhilaratus, et la densité de trichomes sur la nervure et sur la feuille des plantes en règle générale. On observe aussi une corrélation positive entre plusieurs espèces de phytocides et le SLA, et négative avec le LDMC. Donc ça, c'est tout ce qu'on observe ici et ici. Et on observe une seule corrélation positive, faible, entre une espèce de phytocide, Gramineaceus graminis, et la quantité de grains de pollen produits par unité florale sur ces plantes. Ensuite, on a regardé la corrélation entre les caractéristiques des phytocides, les traits des phytocides en orange, et les traits des plantes en vert. Et on observe là aussi des choses intéressantes. Déjà, on observe une corrélation négative ici entre la densité de trichomes sur les feuilles et la largeur du corps des phytocides, et pareil pour le LDMC. On observe aussi une corrélation positive entre le LDMC et la longueur des doigts fixes du chélicère. Donc les chélicères, vous les avez vu sur la photo, il y a 2 doigts, un doigt mobile et un doigt fixe. Donc on a ces 2 informations-là. Et on a aussi une faible corrélation positive entre quantité de grains de pollen produits par unité florale des espèces et largeur du corps. Donc pour résumer, nos éléments de discussion, on a validé, enfin du moins on a observé qu'une densité de trichomes plus élevée favorisait les espèces de phytocides qui ont un corps plus étroit, avec l'hypothèse derrière que ça facilite leur déplacement entre les trichomes. On a aussi observé qu'une SLA élevée, donc c'est des feuilles qui sont fines avec une grande surface foliaire et qui sont plus tendres, il y avait une corrélation positive avec l'abondance des phytocides. Et ça, c'est peut-être dû à l'hypothèse que la feuille est peut-être plus exploitable pour les herbivores, donc les proies, les ravageurs, enfin les phytophages, pardon, et donc favoriserait la présence de proies et donc de sources de nourriture pour les phytocides et leur abondance associée. Concernant le LDMC, donc c'est des feuilles moins tendres et plus difficiles à dégrader, elle est corrélée négativement avec la largeur du corps. Ça, on n'a pas trop d'idée de pourquoi ça pourrait être lié, pourquoi on l'a observé. Et on a aussi observé que les phytocides avec des doigts fixes plus grands, donc des chélicères plus grandes, peuvent facilement peut-être accéder aux cellules végétales, d'où la corrélation positive qu'on a observée. Et donc percer l'épiderme pour boire. Et enfin, pour la quantité de pollen, on a observé moins de corrélation. On peut imaginer que le pollen produit par les unités florales des plantes, c'est pas forcément la source de nourriture qui est le plus accessible pour les acariens, qui peuvent manger donc des proies, qui peuvent aussi manger le pollen qui est dispersé par le vent ou par les insectes et qui est présent sur les feuilles directement des végétaux, donc attrapé et retenu notamment par la présence de trichomes. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'observe pas forcément de corrélation dans notre étude. Donc ça, c'est pour le chapitre 2. Et on va passer au dernier chapitre de ma thèse, qui est donc le chapitre où, à l'échelle du système, on étudie pas seulement les régulations naturelles et donc la présence d'acariens prédateurs, mais aussi les interactions avec son effet potentiel sur les vignes et le sol.
avec comme hypothèse d'ailleurs qu'une plus grande diversification végétale en viticulture favorise la multifonctionnalité des pratiques agroécologiques en vignoble. Pour cela, on a plusieurs hypothèses que je vais vous détailler et on s'est beaucoup attardé sur l'approche fonctionnelle de l'étude de la diversité, c'est-à-dire ce que je vous avais dit au début, les caractéristiques des plantes, les traits fonctionnels des plantes et leur effet sur les agroécosystèmes, et pas que l'approche taxonomique. Donc les hypothèses, c'est les suivantes. Déjà, on suppose que les pratiques culturales dans les parcelles influencent la structure fonctionnelle des communautés végétales découvertes. Donc ça, c'est le point zéro. On suppose ensuite que les communautés végétales elles-mêmes, elles rentrent en compétition avec la vigne, notamment pour les ressources azotées et hydriques, et donc impactent négativement ses performances. On suppose aussi qu'une diversité végétale accrue améliore les composantes du sol, que ce soit le carbone et la stabilité des agrégats, et la régulation naturelle des ravageurs. Et enfin, on suppose aussi que des interactions peuvent exister entre les différents services écosystémiques et qu'une vigne en bonne santé peut plus facilement héberger une diversité d'arthropodes bénéfiques pour l'agroécosystème. Pour cela, on a mesuré pas mal de variables que j'ai essayé de résumer ici. On n'ira pas forcément en détail, mais pour chacune des 3 boîtes de services étudiés, que ce soit la vigne, le sol et les régulations naturelles, on a identifié des indicateurs associés pour illustrer ces services. Concernant la performance de la vigne, on a des indicateurs concernant la vigueur, le rendement et la qualité du raisin. Pour le sol, on a des informations sur son humidité, stabilité structurale et les reliquats azotés pour les nutriments. Et pour les régulations naturelles, ça, je vous en ai déjà parlé dans les 2 chapitres précédents, mais on a comme proxy l'abondance et la diversité de phytocéides et l'abondance et la diversité de proies pour ces phytocéides. Une fois qu'on a identifié ces indicateurs et qu'on les a mesurés, en parallèle, en même temps, on a identifié des traits des couverts végétaux qui pouvaient influencer ces indicateurs. On ne va pas regarder en détail tout ça, mais voilà, la liste des traits d'effet des couverts végétaux qu'on a identifiés et qu'on a mesurés à l'échelle de la communauté végétale qui peuvent influencer, donc par exemple, la surface spécifique racinaire qui influence directement le prélèvement des ressources dans le sol et qui peut donc rentrer en compétition avec la vie. Ça nous fait beaucoup de traits, beaucoup d'indicateurs et beaucoup d'interactions possibles entre tout ça. Et donc pour ça, on a utilisé une méthode d'analyse qui est l'utilisation de modèles Partial Least Square Path Modeling, que je vais essayer de vous résumer. Je vous ai mis juste ici le résultat de mon modèle PLSPM pour étudier les interactions entre pratiques, communautés végétales découvertes et services écosystémiques. Je vais essayer de vous expliquer pour comprendre parce que ça peut faire un peu peur un schéma comme ça. En fait, on a différentes grosses boîtes, donc c'est les rectangles arrondis. Donc là, ici, on a les pratiques culturelles. Ici, la structure fonctionnelle des communautés végétales découvertes. Ici, une boîte sol, une boîte de la vigueur de la vigne, donc de la canopée, de la production avec le rendement et la qualité du raisin, et une boîte faune. C'est moi qui construis le modèle, donc c'est moi qui lui indique quelles interactions il va tester entre les grosses boîtes. Mais je n'indique pas si elles sont positives ou non, je veux juste tester si elles sont significatives et quel est le sens de l'interaction. Chacune des grosses boîtes, elle est décrite par des variables que nous, on a mesurées. Donc ici, vous avez tous les traits fonctionnels des plantes et ici, tous les indicateurs des services. Et on construit le modèle et le résultat est le suivant. Si le modèle, si une interaction est significativement et si elle n'est pas significativement différente de 0, pardon, alors les flèches, elles sont en grise, donc il n'y a pas de corrélation. Si elles sont en couleur, c'est qu'il y a une interaction positive en bleu, négative en rouge. Donc ici, vous avez un effet positif des pratiques culturales, donc de la présence de couverts végétaux et d'arbres sur la communauté fonctionnelle des couverts végétaux. Ici, l'effet des pratiques culturales sur les différents indicateurs. Ici, l'effet des caractéristiques fonctionnelles des couverts sur les indicateurs. Et ici, les interactions potentielles entre les services. Ici, on voit des informations déjà. Donc, on voit par exemple un effet négatif des pratiques culturelles sur la vigueur de la vigne. Ce qu'on ne voit pas, par contre, sur ce schéma, c'est les effets peut-être potentiels indirects des pratiques culturelles sur la vigueur de la vigne. C'est-à-dire que l'effet des pratiques culturelles peut avoir un effet sur la plante qui a elle-même un effet sur la canopée de la vigne. Et donc ça, on a un autre graphique pour illustrer ces résultats, qui est ici, la visualisation des effets totaux des résultats du modèle, avec des effets directs, c'est ce que vous avez vu sur le schéma juste avant en vert, des effets bleu clair qui sont les effets indirects que je vous ai mentionnés,
et l'effet total, qui est une combinaison des effets directs et indirects. Et donc, si vous avez une petite étoile ici, c'est que les effets sont significatifs totaux. Et c'est ces résultats-là qui sont un peu plus intéressants à regarder. Ce qu'on observe déjà, c'est un effet très fort négatif des couverts végétaux. Donc, ici, vous avez les plantes sur les performances de la vigne. Donc, hop, effet négatif des plantes sur les couverts végétaux juste ici, sur les performances de la vigne, pardon. Et on a aussi un effet positif des couverts végétaux sur les régulations naturelles et la structure du sol. Mais ce n'est pas le cas, par contre, pour les nutriments et l'humidité dans le sol. C'est l'inverse. Voilà, ça c'est pour 2023. Pour 2024, c'est un peu différent. Notamment, il n'y a pas d'effet positif observé des couverts végétaux sur la faune, ça je vous l'avais déjà dit. Mais sinon, globalement, les tendances sont les mêmes. Pour conclure, ce que je vous ai présenté ici, concernant le premier chapitre, on a observé qu'en 2023, on observe un effet positif de la présence d'arbres et de couverts végétaux sur l'abondance des acariens prédateurs et que toutes les espèces d'acariens prédateurs sur la vigne ont été observées une fois, au moins, dans d'autres compartiments. Il y a des questions qui restent encore en suspens. Est-ce que des échanges existent entre les différents compartiments? Ça, c'est quelque chose que j'étudie dans ma thèse. Est-ce que ces résultats sont stables dans le temps? Ça, on l'a déjà évoqué en 2024, c'était plus le cas déjà. Et est-ce que les phytocéides consomment et régulent réellement les ravageurs dans les vignobles? Ça, si vous étiez présent l'année dernière, j'avais évoqué un potentiel chapitre de ma thèse sur cette partie-là, notamment avec l'utilisation de métabarcoding, qu'on a dû enlever par faute de temps, mais on pourra en reparler si vous voulez lors des questions. Le second chapitre, on a montré qu'il existait dans notre étude des adventices qui étaient plus favorables à héberger des acariens prédateurs et que ça pouvait être en partie expliqué par les caractéristiques de ces plantes-là, donc notamment les trichomes, les informations sur la tendreté de la feuille et le pollen, et qui ont un effet sur la diversité, l'abondance, mais aussi les traits de ces acariens. L'objectif derrière, c'est de réaliser des expériences peut-être plus poussées avec une plus grande diversité de plantes hôtes pour peut-être mettre en évidence des corrélations que moi, j'aurais pas pu observer et peut-être d'étudier aussi d'autres traits des plantes. Et l'objectif, in fine, c'est plus de savoir, lors de chaque implantation de couverts végétaux, si ce dernier est favorable ou non aux phytocéides et pouvoir l'indiquer à l'agriculteur. Et enfin, le dernier chapitre, dans mon étude, on a observé un effet négatif fort des couverts végétaux sur les performances de la vigne, notamment en termes de compétition hydrique et azotée, et donc de prélèvement des ressources. C'est quelque chose qui est observé dans la littérature. Il y a aussi des effets positifs ou neutres qui sont observés, donc ça dépend des études, ça dépend des contextes. Et on a aussi observé un effet positif des couverts végétaux sur la structure du sol et l'abondance des prédateurs. Et tout ça, l'idée derrière, c'est plus de, peut-être par la suite, essayer d'adapter plus la gestion des couverts pour limiter l'effet négatif qu'on a observé, notamment sur la date de destruction, sur le choix des espèces végétales qui peuvent être peut-être moins compétitrices aussi, pour limiter les effets négatifs et tendre donc vers une multifonctionnalité des vignobles. Merci de votre attention.